Donc, mesdames, messieurs, évidemment, c'est un peu difficile de parler après un ministre, hein, vous ne m'en voudrez pas. J'ai pas refait de diapositives parce que j'avais le choix entre déjeuner et faire des diapositives et vous comprendrez aisément ce que j'ai choisi. Alors, pour ce qui est donc du label CHU, le CHU se sent menacé et dans son discours inaugural des dernières assises, Michel Codon, à juste titre, avait dit « Nous sommes fiers de travailler au CHU et de ce qu'il fait ». Et notre collègue président des CME de CH avait dit « Et nous, CH, nous aimons être fiers de nos CHU ». Donc ça, c'est un point important. Et il nous paraît indispensable de rappeler quelles sont les forces du CHU. Par exemple, comme le CNCR l'a fait en montrant le nombre de publications scientifiques qui montrent que de ce point de vue-là, le travail a été fait. Pourquoi nous tenons au CHU, et pour reprendre les mots de Raymond Lemoigne ce matin, pourquoi il est insécable. Et le CHU s'envisage à la fois dans le cadre de sa subdivision, comme il a été rappelé tout à l'heure, mais également dans le cadre de la région, surtout dans les régions où il y a 3 voire 4 CHU. Il nous paraît, une fois posés ces éléments très forts, légitime de la possibilité d'exercer une fonction universitaire dans un CHU sans que pour autant une équipe soit dirigée par un hospitalo-universitaire. Mais cette équipe, elle est dans une ambiance hospitalo-universitaire. Et donc, c'est toute l'importance du travail en équipe dans un CHU avec un mélange homogène de PH et de PU-PH. Pour envisager d'essayer de définir ce que pourrait être un marquage CHU, il y a un certain nombre d'exigences. Donc c'est le travail en équipe, c'est la masse critique de patients à prendre en charge, ce sont les missions d'enseignement et de formation, les missions de recherche, le caractère pluriprofessionnel du CHU. Il n'y a pas que des médecins, il y a beaucoup d'autres professions au CHU, et le CHU doit être le garant de la qualité, mais doit être également un moteur dans l'évaluation, y compris de lui-même. Alors, après avoir redéfini ces éléments importants, nous allons être forcés de répondre à une question, qui est, à partir du moment où il existe des accords entre l'université, le CHU et les centres de lutte contre le cancer d'une part, les centres hospitaliers spécialisés, c'est-à-dire les hôpitaux psychiatriques d'autre part, pourquoi les CH et le secteur privé ne pourraient-ils pas bénéficier de tels accords? Que cette question soit provocatrice ou dérangeante, peu importe, mais nous devons être capables d'y répondre. Et nous avons, à l'unanimité dans le groupe, considéré que si nous avions des forces, nous devions être capables de les démontrer et qu'il ne s'agissait pas de rester dans une simple posture disant « nous sommes au CHU ». Donc, nous faisons bien. Et puis, il est un point important dans les différentes missions que nous avons, et en particulier les soins, l'enseignement et la recherche, c'est de ne pas accepter à la demande de les décortiquer et de les quantifier, car ces missions sont intimement liées. C'est-à-dire que quand on fait du soin en présence de jeunes collègues que l'on forme, on fait en même temps de l'enseignement et également de la recherche. Quand on est dans un laboratoire de recherche, on fait de la recherche, et on fait de l'enseignement puisqu'on a un certain nombre de jeunes à accompagner. Et dans notre activité clinique, l'activité soins, enseignement, recherche est absolument indissociable. Voilà, à partir de ces éléments de réflexion, maintenant, je pense que la discussion peut être ouverte. Après les propos du professeur Olivier Clarisse, effectivement, la question qu'il faut se poser, qu'on doit poser à la salle, c'est effectivement, est-ce que le CHU est une entité, une unité, avec des services tous labellisés universitaires, ou est-ce que, comme énoncé, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des établissements privés, des établissements psychiatriques, des centres de lutte contre le cancer, qui aussi peuvent être labellisés services universitaires. Donc c'est peut-être un peu la question qu'on peut poser à la salle pour un début de réponse. Ça suscite peu de manifestations, voilà.
On vous passe un micro. Didier Samuel, Paris Sud. Alors, un service universitaire, il y a plusieurs points. Il y a de savoir si tous les services d'un CHU doivent-ils avoir à leur tête un hospitalo-universitaire. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est difficile de soutenir cela. Les facultés doivent privilégier des axes forts et tous les services ne peuvent pas être dirigés par un hospitalo-universitaire au sein d'un CHU. Par contre, ils ont des missions avec des étudiants, avec des chefs de clinique, et ceci peut en faire des services hospitalo-universitaires. Le point qui est la définition d'un service hospitalo-universitaire, par exemple par convention, je ne pense pas que mettre un poste de professeur ou de maître de conf isolément dans un service, dans un hôpital par convention, soit forcément judicieux. Un service peut être hospitalo-universitaire, mais c'est un tout avec de l'enseignement, de la recherche, et c'est l'équipe qui est hospitalo-universitaire. Et je pense que dans les choix qui doivent être faits, on doit privilégier l'ensemble de l'équipe qui a une activité hospitalo-universitaire plutôt qu'une personne isolée. Oui, mais la question qu'on peut poser, c'est quelle est la taille de la masse critique ? Sûrement pas, comme vous le dites, un seul hospitalo-universitaire, mais une équipe qui va jouer à la fois sur ces 4 missions. Il va falloir quand même qu'à un moment donné, on se pose la question de savoir quel est son périmètre et quelle est sa taille. Si je vais plus loin dans ma réflexion, s'il y a 2 hospitalo-universitaires et 2 non-hospitalo-universitaires dans un service, est-ce qu'on peut imaginer que cette petite équipe peut faire du soin à un niveau universitaire, de la recherche, manager le service et faire de l'enseignement? Moi, je pense que ce qui a été dit ce matin, d'ailleurs, c'est... D'abord, je ne pense pas qu'une personne, maintenant, avec ce qu'on demande, puisse être, ce qu'on a dit, comme on a dit, un top gun dans les 3, le soin, la recherche et l'enseignement. Et je pense que ça n'existe plus ou n'existe pas. On peut être présent dans les 3, être très bon dans un, mais on ne peut pas être une star dans chacun parce que c'est infaisable. Donc, une équipe, c'est en effet, chacun a un rôle. Dans une équipe hospitalo-universitaire, des non-universitaires peuvent avoir un rôle aussi d'enseignement auprès des étudiants. Donc je pense que c'est un ensemble qui fait qu'un service a l'agrément pour recevoir des étudiants, a l'agrément pour recevoir des chefs de clinique. C'est pas seulement... mais de toute façon, en effet, vous avez raison, la masse critique, elle joue quand même. Et alors, on peut imaginer, dès lors qu'un centre hospitalier général ou dès lors qu'une clinique privée répondent à ces critères, satisfassent à la masse critique, fassent de l'enseignement, de la recherche, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que des services soient labellisés? C'est un peu la question qui nous est posée aujourd'hui. Je vais continuer juste une seconde. Je dirais oui, mais ça ne peut être que dans le cadre d'une contractualisation ou d'une convention avec le CHU et la faculté. Ça ne peut pas être fait... donc ça doit être quelque chose qui est organisé et piloté au sein du CHU. Pour moi, c'est comme ça que ça doit être vu. Jean-Pierre Zarski. D'abord, je suis d'accord avec ce qu'a dit Didier, mais deuxièmement, on a un exemple frappant, c'est les centres anticancéreux. Il y a des hospitalo-universitaires dans les centres anticancéreux, ça fonctionne et ils font de la recherche. Donc eux, c'est quand même le meilleur exemple qu'on ait. Première chose. Deuxièmement, avec les GHT, on est bien obligé de travailler, par exemple, avec les hôpitaux psychiatriques. Et on va probablement avoir des ensembles qui vont se mettre en place avec des hospitalo-universitaires. Alors, je sais bien, tu rigoles, Olivier, parce que c'est pas simple, mais on va bien être obligé de travailler ensemble. Et là, on peut imaginer qu'il y ait des équipes à cheval sur deux éléments. Compte tenu du manque dans certains secteurs de psychiatrie actuellement qui est criant, on a parlé de la pédopsychiatrie, mais même en psychiatrie adulte, il y a ça aussi qui va jouer, à mon avis, et dans notre réflexion.
tout en étant ouvert à un certain nombre d'hypothèses, il ne faut pas oublier que les moyens, puisqu'on parle de la recherche, consacrés à la recherche, ne sont pas extensibles. Et donc, quand émergent des nouveaux projets, il faut également se méfier de voir une dispersion des moyens qui, in fine, pourrait ne pas être profitable à l'ensemble de la recherche en France. Et quand on parle également de ce que c'est qu'une masse critique, que ce soit de patients ou d'enseignants ou d'hospitalo-universitaires, on peut faire des comparaisons. J'en ai une qui me vient en tête puisque je suis pédiatre. À l'hôpital Necker à Paris, il y a 20 PUPH de pédiatrie. Dans un CHU de moyenne importance que je connais bien, il y a en tout et pour tout 2 PUPH de pédiatrie. Or, ce CHU a une excellente activité de recherche et il est reconnu pour ça. Et il est capable de former non seulement les médecins, les futurs médecins, mais il forme également les infirmières, les puéricultrices, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, etc., etc. Donc, il faut, quand on parle aussi du rôle des hospitalo-universitaires, il faut aussi prendre en compte tout le travail qui est effectué avant de partir sur des a priori purement quantitatifs. J'ai une question, s'il vous plaît. Ne croyez-vous pas qu'avec l'émergence des universités intensives de recherche, de toute façon, va s'installer une sélection ou en tout cas une différenciation des services dits hospitalo-universitaires en fonction des établissements. Parce que ces universités intensives de recherche vont avoir un niveau particulièrement élevé et sélectif dans le recrutement de leurs enseignants-chercheurs, et donc cela risquera, il est très probable que cela se traduise aussi dans les conventions entre ces universités et les CHU. Et donc je crois que c'est peut-être un élément dont qu'il faut prendre en compte dès maintenant pour anticiper une situation qui semble inéluctable. Mais donc, à contrario, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des services au sein des CHU qui ne soient plus universitaires ? Il me semble qu'en tout état de cause, pour les établissements qui seront à proximité d'une université intensive de recherche, il me semble qu'il est inéluctable qu'une partie de ces services ne soit plus, entre guillemets, labellisée universitaire, parce que dans le niveau de compétition de l'université intensive de recherche, elle sera extrêmement regardante sur la qualité de la recherche conduite par ces équipes. Je crois qu'il y avait une question là, oui. Il y a Philippe Borla, oui. Et après Noël. Attends. Alors, je prends la... Donc, Jean-Marie Dagnon, président de la CME du CHU de Strasbourg. Il me semble que dans la réflexion que nous menons là, il est essentiel de prendre en compte également l'écosystème local dans lequel se trouve, dans lequel baigne l'établissement dont nous parlons, hospitalo-universitaire. L'écosystème, c'est bien sûr le CHU, c'est l'université, ce sont les EPST, c'est le pôle de compétitivité, c'est la SAT, et l'articulation ou l'adossement des services hospitaliers sur des unités de recherche labellisées par l'université, par l'INSERM et le CNRS est absolument crucial pour conférer cette valence hospitalo-universitaire aux équipes de l'hôpital. Madame la ministre rappelait tout à l'heure que la recherche aujourd'hui, recherche médicale, elle est pluridisciplinaire, elle fait appel aux compétences de la biologie, mais pas que de la biologie, à bien d'autres domaines qu'elle a évoqués. Elle a évoqué également le domaine des sciences sociales et humaines. C'est sur cet écosystème que nous pouvons capitaliser pour construire des équipes de recherche de haut niveau. L'autre point, c'est que la valorisation de l'innovation de ces services universitaires doit pouvoir reposer sur les outils que nous avons dans l'écosystème, par exemple la SAP, par exemple les fondations. Et le dernier point, c'est que la formation à la recherche des jeunes médecins dépend de cet adossement aux unités
de recherche labellisée. Donc tout cela fait penser qu'on ne peut pas raisonner de manière abstraite sur un service, fût-il bien doté en HU, il faut l'intégrer véritablement dans tout cet écosystème local. Il y avait Philippe Morla et Noël Garabédian. Donc juste derrière, s'il vous plaît. Et puis, je ne vois pas. Oui, Thierry Godot. Moi, je voudrais aborder une thématique qui n'a pas été vraiment traitée jusqu'à présent. C'est non pas le service, mais l'environnement institutionnel dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'un service dans lequel éventuellement il n'y a pas d'hospitalo-universitaire, à partir du moment où il est dans un établissement où il y a une délégation à la recherche clinique, une direction qualité, des appels d'offres internes, tout un environnement que chacun connaît dans les CHU, baigne, on va dire, dans une substance propice, je dirais, à être, pouvoir être labellisé, même s'il n'y a pas les statuts personnels qui y sont. Et à l'inverse, dans un établissement privé qui a peut-être un service très performant dans telle ou telle technique, et pour lequel, pourquoi pas, un agrément peut être donné pour un stage spécifique d'un interne si cette technique ne se fait pas dans l'hôpital public à côté, l'environnement global ne permettrait peut-être pas de lui donner ce label HU qui inclut également le soin, etc. Donc je pense qu'il faut tenir compte, et d'ailleurs Frédérique Vidal l'a rappelé tout à l'heure dans sa définition, elle a parlé justement, elle a dit que le CHU c'était des missions de soins, enseignement et recherche dans un même environnement institutionnel. Et je trouve que cette notion-là est importante à intégrer. Oui, mais alors pour continuer, est-ce que finalement, aujourd'hui, on a un grand hôpital dans une grande ville, c'est un CHU. Est-ce que pour continuer ce que vous dites, il ne faudrait pas périodiquement faire une évaluation des différents services dits hospitalo-universitaires pour savoir si les fonctions qui sont celles dévolues à un service hospitalo-universitaire sont réellement exercées dans leur globalité. Oui, mais je pense que Olivier Clarisse a mis l'évaluation, y compris, il a dit, de lui-même dans ce qu'il a énoncé. De lui-même, j'entends, lui-même CHU. Oui, non, mais, et puis, non, mais le ministère, depuis un peu plus d'un an maintenant, travaille sur une évaluation des médecins avec un statut hospitalo-universitaire. Et donc, ça répond à cette question. C'est-à-dire, après une nomination, on doit démontrer, alors avec des critères intelligents à définir, qu'on ne fasse pas encore des papiers et des dossiers qui ne servent à rien, mais que les fonctions pour lesquelles on a obtenu ce poste sont bien effectuées, et ce, pour chaque personne. C'est-à-dire que chaque hospitalo-universitaire sera soumis à une évaluation hospitalo-universitaire. Et donc ça, c'est un point important pour à la fois justifier les choix des commissions scientifiques des facultés d'une part, puis les commissions mixtes hospitalo-universitaires, et éventuellement pour le ministère, pour bien savoir où est-ce qu'il place ces porteurs de projets. Et il faut reconnaître qu'en France, on est très en retard dans ce domaine par rapport à beaucoup de pays qui ont déjà mis en place cette évaluation. Et donc, on doit progresser là-dessus. Non, mais ça, c'est une évaluation individuelle. On parle aussi d'une évaluation d'un ensemble, d'une masse critique d'un service. Alors, les deux, j'ai vu qu'il y avait Noël Garabédian, puis après Thierry Godot, mais les deux ne sont pas indissociables. Encore une fois, il y a ce que fait une équipe, alors que ce soit à l'image d'un service ou peu importe, dans un CHU, pour justifier de bien garder une fonction hospitalo-universitaire. Et encore une fois, je préfère qu'on laisse un jeune hospitalo-universitaire mener des activités d'enseignement et de recherche plutôt que de le surcharger dès sa nomination à des tâches administratives auxquelles jusqu'à présent il n'a quasiment pas été formé, alors qu'il vient de faire un parcours d'excellence, notamment de recherche pendant 7 ou 8 ans, et que cette équipe soit dirigée par un hospitalier qui est lui purement hospitalier, qui est lui motivé par une fonction de management, mais la partie universitaire sera assurée forcément par l'hospitalo-universitaire. Et donc la mission de ce service, elle sera bien remplie. Oui, Noël Garabédian, donc je suis président de CME de Paris, et il se fait que je suis à Necker, donc j'ai une excellente nouvelle à leur annoncer dès demain. Il y a 20 pédiatres qui vont être virés,
et donc on va prendre tes 2 pédiatres. C'est ce que tu as dit, Olivier. Hein. Donc je vais je vais répéter ça dès demain à Necker, qui foutent rien. De l'art de déformer les propos avec la plus grande des mauvaises foi. Blague à part, mais je répéterai ça. Blague à part. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Didier Samuel et ce que vient de dire Philippe, en fait, de facto, c'est qu'il faut un environnement universitaire. Et moi, j'ai du mal quand même à dire, après, dans un hôpital universitaire, dans un CHU, celui-là ne va pas être universitaire, celui-là va l'être. Parce que de temps en temps, ceux qui ne font peut-être pas toute la recherche grandiose, tout ça, ils aident ceux qui vont faire la recherche universitaire. Donc, c'est pas sympa, quoi. Je veux dire, celui qui publie, il publie aussi grâce au petit gars qui est dans la soute et qui fait avancer pendant ce temps-là d'autres choses dont il a besoin de l'examen complémentaire et tout ça. Donc, c'est un ensemble. Et je pense que ça serait une erreur de vouloir dissocier dans l'hôpital universitaire tel ou tel service qui n'est pas ou qui n'est pas. Enfin, vraiment, je crois qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Et pareil pour la collaboration, puisqu'on parle GHT et des centres hospitaliers généraux, on a besoin aussi de l'apport non seulement de la recherche clinique, mais parfois il peut y avoir de la recherche fondamentale. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est d'aller saupoudrer des postes à droite, à gauche, dans des centres hospitaliers où l'environnement universitaire n'y est pas, à condition, on peut le faire, à condition qu'il soit en réseau avec le CHU principal pour que ça ait un sens. Sinon, ça n'a pas de sens. Voilà. Et on va perdre des moyens. Thierry Godot. Thierry Godot, président de la conférence des présidents de CME de CH. Alors, en effet, qui dit CH en théorie dit non universitaire. Néanmoins, la réalité dans les établissements, c'est quand même que les CH font de plus en plus de recherche, font de l'enseignement avec les internes. On devrait avoir des externes, maintenant des étudiants de 2e cycle. Alors, moi, je voulais dire que je voulais aller un peu dans le complément. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, à mon avis, d'avoir un service universitaire indépendant dans un CH, mais avec les GHT qui, je pense, vont être une chance pour la diffusion de la recherche, pour l'organisation de la démographie médicale, on pourrait très bien imaginer qu'au cas par cas, on puisse avoir des postes partagés, des équipes universitaires avec des postes de territoire, comme on a dans les équipes médicales communes de GHT. Mais évidemment, ça ne peut être qu'en lien qu'avec le CHU. Je pense qu'il ne s'agirait pas d'aller mettre une équipe universitaire dans un CH, surtout dans une spécialité qui ne serait pas libellisée au CHU. Mais je pense que dans le cadre d'une équipe commune ou des postes partagés, je pense que c'est quelque chose qui pourrait valoriser justement l'enseignement et la recherche dans les CH. J'avais juste 3 petits commentaires. Le premier, c'est sans vouloir failloter, la ministre tout à l'heure a plaidé pour les projets plutôt que pour les structures, et je pense que c'est bien autour de ça qu'on est en train de discuter, c'est-à-dire si le projet est hospitalo-universitaire au sens que collectivement nous donnons à ce terme, et bien à ce moment-là, il mérite son label, et effectivement, c'est bien sur le projet qu'après, la structure peut-être embrasser ce caractère hospitalo-universitaire. C'est une réflexion, ce n'est pas une affirmation péremptoire. La deuxième chose, c'est l'évaluation. Derrière, il y a la question de l'évaluation, et je pense qu'il faut qu'on la porte et qu'on se la valorise collectivement, la culture de l'évaluation. L'HCERS évalue les CHU depuis 2 ans, maintenant c'est devenu obligatoire. C'est une évaluation qui est difficile, où c'est difficile de voir quels sont les objets à évaluer quand le comité HCERS vient dans un CHU. Je pense que justement, sur des objets à identifier qui sont des objets projets pour savoir s'ils sont véritablement hospitalo-universitaires ou non, ça peut être un intérêt et une orientation de l'action de la HCERS dans son action d'évaluation des CHU. C'est le deuxième commentaire sur lequel qui peut être aussi une piste de réflexion. Et la troisième, on en a parlé ce matin dans un groupe de travail, puis on en avait parlé au cours de la 3e réunion avec la CPU, c'est ressusciter les DHU, les départements hospitalo-universitaires qui sont construits justement sur des projets et qui sont construits sur des projets mais en associant des ensembles qui sont des pôles ou des services et des organismes de recherche qui font partie du contour des DHU. C'est peut-être
au moins partiellement, une réponse à la question de où est-ce qu'on doit mettre le label hospitalo-universitaire. Voilà les 3 trucs que je voulais dire. Première remarque. Juste un commentaire, parce qu'actuellement, il y a des éléments de différenciation. Je ne parle pas des IHU, mais les RHU commencent aussi à être des éléments de différenciation. Qui sont des projets, tu as raison, qui sont des projets, et pas des structures. Première remarque sur les services non U en CHU. J'ai l'impression que c'est un petit peu un fantasme. Je crois qu'il existe des situations historiques dans lesquelles il y a eu des rapprochements de services. Mais quant à dégrader un service U, même au prix d'une évaluation sur laquelle on s'entendrait, je trouve que le propos est un petit peu théorique. Parce que tout service dans un écosystème U est entraîné par un certain nombre de paramètres qui font qu'il y a une course à l'excellence, à la synergie de projets de recherche, d'enseignement, qui font que c'est rarissime qu'un service perde la totalité de sa valence universitaire. Ensuite, pour la question miroir, eh bien, ce que vous avez évoqué, finalement, à Lille, nous l'avons fait. En gros, depuis maintenant 2009, sur un projet expérimental qui dure, en accord avec le ministère de l'Enseignement supérieur, les fameux postes de chef de clinique en région, c'est-à-dire pour les très grandes villes et gros CH, Boulogne, Dunkerque, Valenciennes, voici le dispositif. Des chefs de clinique sont envoyés en temps partiellement partagé avec un cahier des charges. Le premier, c'est que dans ce CH, la masse critique de l'équipe dans laquelle on envoie un CCU soit suffisante. Et la chefferie est toujours tenue par un ancien chef de clinique, formé dans les hôpitaux bien sûr, et qui a conservé des connexions très fortes avec le CHU. Deuxièmement, on n'envoie jamais un chef de clinique en région seul. Les jeunes aiment être dans une sorte d'ambiance où ils retrouvent en quelque sorte l'écosystème du CHU en réduction. Troisièmement, il y a un projet pédagogique et on y envoie des internes, voire même des assistants non U en formation avec des projets particuliers. Enfin, il y a toujours associé un projet de recherche collaboratif entre cette équipe et le CHU, et celle-ci est évaluée bien sûr à terme. Et donc ce système est modeste. Vous savez que le poste est payé du point de vue universitaire par la région et le poste, la part hospitalière, par l'hôpital. Ça tourne, modestement, mais ça tourne. Il y a peut-être une question qui mérite d'être posée, c'est celle du statut des praticiens dans une équipe universitaire. C'était un peu sous-jacent à notre... Ça n'a pas été forcément exprimé comme ça, mais c'était quand même une question sous-jacente. Est-ce qu'il faut un statut universitaire unique pour les praticiens dans les équipes labellisées, que ce soit pour tout un CHU ou pour des équipes labellisées dès lors qu'il y aurait des retenus et des non-retenus? Alors, sans vouloir parler à la place des doyens, mais je sais que la conférence des doyens a réfléchi sur l'évolution dans le temps des carrières et notamment sur le fait que l'on pourrait, sur un projet particulier, attribuer sur 5 ans, 8 ans, 10 ans, un statut universitaire à un praticien hospitalier qui souhaiterait s'engager explicitement dans une fonction d'enseignement et de formation, par exemple. Donc c'est sûr que le CHU gardera une véritable attractivité s'il est capable de se mobiliser par rapport aux structures existantes. Et on sait qu'il y a un problème d'attractivité des carrières hospitalo-universitaires, en tout cas dans certaines disciplines, pour différentes raisons. Et ça peut être un moyen d'inciter des jeunes collègues à rester en sachant qu'ils auront une évolution de leur carrière au fil du temps dans le cadre du CHU. Et n'oublions pas également, notamment dans les disciplines en difficulté, ce que nous disent les jeunes collègues, c'est si nous restons au CHU par rapport à plein d'autres avantages que l'on pourrait avoir dans le privé, c'est bien à cause du travail en équipe et de la recherche. Et donc c'est pour ça qu'il faut que les CHU gardent une autonomie de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire, le CHU garde une autonomie de recherche? Eh bien, autant je trouve on ne peut plus légitime qu'un gouvernement fixe des priorités de santé publique et donc des priorités de recherche, autant je trouve également légitime qu'une ARS, dans le cadre de la révision des PRS, fixe également localement des objectifs de recherche, autant je pense qu'il faut que chacun garde une autonomie à la recherche, c'est-à-dire que la question, elle vient bien de la pratique clinique. C'est donc bien un clinicien
qui à un moment donné fait une observation, qui peut poser une question, qui va aboutir au développement d'un projet de recherche. Et ce projet de recherche, il ne peut être que professionnel. Et s'il ne peut être que professionnel, c'est-à-dire que même si cette question vient de la part d'un acteur d'un centre hospitalier, qui n'est donc pas universitaire, il doit bénéficier de tout le support professionnel de la recherche que les CHU ont su développer. Donc oui, la recherche, bien sûr, ne peut être que professionnelle, mais quand on voit le résultat assez encourageant qu'on a dans les appels d'offres jeunes chercheurs, ou quand vous proposez un appel d'offres, vous savez que vous allez pouvoir en accepter 10, vous avez 40 projets. Donc il y a réellement une volonté, un dynamisme pour la recherche au CHU. Et je pense qu'il faut le garder et non pas se figer uniquement dans des structures qui soient totalement imposées par l'État ou par la région. Après que le projet ait été évalué, quoi. Ah, mais bien évidemment, le projet, quand il est proposé et il a fait l'objet d'une évaluation scientifique, on est bien d'accord, bien évidemment. Je voulais revenir sur la question posée du statut particulier de praticiens qui participeraient aux activités universitaires. Je crois qu'il existe déjà suffisamment de statuts universitaires pour rajouter de la complexité supplémentaire à en créer un nouveau. Et il est peut-être plus logique de réfléchir aux missions du praticien hospitalier dans le cadre d'équipes labellisées hospitalo-universitaires, plutôt que de réfléchir à un nouveau statut sur lequel évolueraient les praticiens hospitaliers, parce que je ne suis pas persuadé que les conditions économiques et les contraintes budgétaires des établissements, qu'ils soient universitaires ou hospitaliers aujourd'hui, puissent permettre qu'un nombre substantiel de personnel soit intégré dans le personnel de l'université. Après, c'est sûr que on peut discuter de plein de choses, mais il faut qu'il y ait au moins une contractualisation et une reconnaissance. Donc ça, c'est quand même des points importants. C'est pour ça qu'on a pas mal défendu, je crois, au niveau de la conférence des doyens, la notion d'équipe hospitalo-universitaire et de l'appartenance à une équipe hospitalo-universitaire, et que c'est ça qu'il faut réussir à valoriser, et que de façon à ce qu'effectivement chaque membre de cette équipe, qu'il soit eu ou non eu, puisse s'identifier et se retrouver valorisé par cette appartenance. Voilà, alors moi je vais vous dire ce que j'ai retenu. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il fallait retenir. On a du temps de travail jusqu'à ce qui va se passer à Poitiers. Finalement, ce que j'ai ressenti, c'est que ce n'est pas si mal que ça. Aujourd'hui, les CHU et leur organisation. Mais il faut probablement être vigilant à ce qu'on travaille plus sur l'existence de masse critique et d'équipes, même si 2 peuvent égaler 12. 20, pardon. Donc qu'on soit attentif quand même à constituer des masses critiques qui permettent à cette équipe, et non pas à un seul individu, dans le temps, d'exercer les 4 missions qui sont celles d'un hospitalo universitaire. Que probablement il faut travailler sur une reconnaissance, probablement pas simplement avec un label, des praticiens hospitaliers qui sont dans des équipes de CHU et des équipes hospitalo-universitaires, qu'il faut veiller à ce que autour de ce CHU, il y ait un écosystème qui a été parfaitement décrit, des organismes de recherche, des structures de valorisation qui permettent justement de continuer les missions hospitalo-universitaires, et aussi probablement à travailler avec les centres hospitaliers au sein de GHT pour plus les inclure dans une vision hospitalo-universitaire du territoire. J'ajouterai qu'il ne faut probablement pas exclure la possibilité pour des universités de contractualiser avec des établissements privés qui seraient dotés de moyens de formation qui seraient reconnus pour nos jeunes étudiants, ou en tout cas nos jeunes internes. Voilà en tout cas ce que j'ai retenu des discussions.
Mais bon, nous sommes qu'au début de ces discussions. Merci. Merci. Donc nous allons attaquer le troisième groupe. Voilà, donc j'appelle, alors je vois Marc Braun qui vient. Qui était rapporteur, c'est François René. Pardon ? Voilà. Noël Garabédian, qui est, je ne sais pas où il est, et puis François René, qui est rapporteur. Voilà, vous êtes tous les trois pour une demi-heure. Merci. Bon, étant donné qu'on trouve que c'est un peu trop consensuel ce qui se passe jusqu'à maintenant, on va essayer de mettre un peu le feu. Et donc, François-René Pruvot va vous présenter quelques diapositives. Ensuite, on va essayer de synthétiser et de lancer un débat sur quand même quelques points, parce que là, on touche au cœur du système, qui sont les statuts HU, et qui viennent d'ailleurs en relation avec tout ce qui a été dit auparavant. On ne peut pas détacher les choses les unes des autres. Tout ça va ensemble, en vous rappelant quand même que si on en est là à discuter de tout cela, c'est que les problèmes existent et qu'on est face à une concurrence qui est indubitable et qu'il faut peut-être là aussi, depuis 1958, peut-être penser à une certaine évolution. Alors statut ou évolution professionnelle, on peut discuter sur les mots. Voilà, François-René, tu peux commencer. On peut lancer les diapositives. Alors si Jean-Pierre de Witt ce midi a dit, faut pas oublier que l'un des paramètres de notre avenir, c'est notre modèle médico-économique, ce sont aussi les ressources humaines. Alors le groupe a pensé que le terme de statut était un peu restrictif, donc c'est plutôt les métiers de l'enseignement, du soin et de la recherche dans le cadre de la santé, et nous avons souhaité élargir le débat en ventilant en trois champs, celui de l'attractivité, le deuxième je suis en train de l'oublier, merci, voilà, c'est très gentil, celui de la carrière, donc le précédent groupe a un petit peu empiété sur notre sujet, et celui des statuts proprement dits. Voilà, diapositive suivante. Vous pouvez passer la diapositive. Ah pardon, elle est où? Ah d'accord, ok, parfait. Donc, tout d'abord, une série d'échanges qui ont eu lieu entre nous. D'abord, revoir le statut HU n'a pas de sens. C'est revoir l'ensemble des statuts éventuellement au sein de l'hôpital universitaire et au travers des deux paramètres de l'attractivité, de la contractualisation, c'est-à-dire d'intégrer un caractère éventuellement temporaire dans l'accès au statut. Un problème aigu, arrêter la fuite des PUPH que beaucoup de CHU enregistrent, et surtout, eh bien sûr, la ressource humaine, elle est essentiellement faite des plus jeunes et qui se questionnent dans leur attractivité vis-à-vis du CHU au travers des fonctions U en tant que telles et de recherche. Dans l'accès à la carrière, la question de la mobilité des jeunes avant la carrière, il y a des solutions, il y a des bourses, il y a des indemnités, mais enfin, le statut même de futur PUPH dans la mobilité n'est finalement pas bien modélisé. Est-ce que la course d'obstacles que constitue actuellement l'accès à la carrière universitaire a encore tout son sens? C'est une question dont il faut débattre. Est-ce que tous les handicaps à franchir, est-ce que tous les cursus sont justes? Ceci étant, tout le monde a dit ne pas céder au sein de l'université sur notre labellisation, ne pas demander une labellisation spécifiquement médicale, mais coller à la labellisation universitaire générale, même si éventuellement, au sein même de nos exigences, il faut probablement les moduler
selon les disciplines. Je ne rappelle pas le débat d'il y a 2 ou 3 ans sur la question des points SIGAPS. L'attractivité s'est posée aussi en termes d'adaptation du métier hospitalo-universitaire à une nouvelle génération qui a d'autres aspirations dans la vie, dont le métier n'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de l'existence, avec donc en particulier des séquences de vie différentes. On y reviendra sur la question de la ventilation des missions au cours de la carrière, et puis peut-être l'appétence particulière pour le salariat plus que pour d'autres formes de rémunération. On a posé aussi la question du temps HU au sein du statut. Doit-il être divisé? Faut-il le contractualiser sous des valences extrêmement précises? La plupart d'entre nous ont été d'accord pour dire le statut HU et le temps HU est un temps HU global. Pas question de quantifier les missions différenciées H et HU. Deuxièmement, de ce point de vue de la différence ou de l'identité médicale ou santé au sein de l'université, beaucoup ont fait référence à des difficultés de relations avec les écoles doctorales, en particulier dans la typologie des cursus, l'opposition entre recherche clinique et recherche fondamentale. Doit-on intégrer, je dirais, investir massivement les conseils scientifiques des universités? C'est probablement la meilleure réponse que d'opposer les conseils scientifiques de fac et d'université. Les doyens d'odontologie ont montré les mêmes préoccupations que ceux de médecine, avec en particulier pour eux, dans la trajectoire, une non-reconnaissance des aspects de recherche clinique, et ont souligné que, paradoxalement, au langage qui est tenu actuellement, eh bien, les jeunes, bien sûr, sont soucieux de la rémunération qu'ils touchent en fin de mois, mais finalement restent très attirés par la fonction universitaire. Et je pense qu'on doit communiquer et faire fructifier sur ce thème. Un autre aspect au cours de l'établissement de la carrière, c'est la formation au management, la 4e mission des HU. Cette formation au management n'est absolument pas structurée, elle n'est pas modélisée. La seule notion que l'on connaisse dans l'hôpital, d'ailleurs il n'est pas spécifique au milieu universitaire, c'est la formation des chefs de pôle telle qu'il avait été introduit par la loi HPST. Dans beaucoup de CHU, la 2e vague des chefs de pôle n'a pas eu cette formation et on pourrait l'élargir à tout médecin demandant la responsabilité à des structures. Le plus souvent, nos HU sont également un petit peu désemparés lorsque, assez naturellement, ils prennent la responsabilité de structure pour des raisons de valence en recherche ou au plan universitaire et se trouvent un petit peu donc, démunis d'une formation préalable. On pourrait même en faire un prérequis à l'accès à des fonctions de responsabilité de structure. La doyenne de Reims a insisté sur le fait que ce management, ce n'est pas seulement l'exercice des responsabilités, c'est également au travers de la notion de paramètres de qualité et cette formation doit être évaluée, les critères sont à trouver. Clarifier les parcours de pré-accès à la fonction universitaire, sûrement, avec peut-être des contrats d'objectifs et de moyens. On va venir progressivement à la question des PAPH. Et puis donc une contractualisation des missions. On glisse progressivement vers la proposition d'une désynchronisation, comme on l'a dit tous depuis plusieurs heures, une désynchronisation des fonctions hospitalo-universitaires au long de la trajectoire. Alors effectivement, il y a eu débat sur la question de la masse critique, sans aller jusqu'à la dégradation de la qualification universitaire d'un service dès lors qu'il manque de statut U dans ses effectifs. Eh bien, certains d'entre nous ont dit « Eh bien non, il faut une masse critique parce que non seulement elle valide la labellisation U, mais surtout elle permet l'émergence des plus jeunes. Sans cette masse critique, l'émergence des plus jeunes n'est pas possible. » Posant d'ailleurs la question des CHU d'importance moyenne qui ont parfois des difficultés à recruter des HU. Et puis d'autres ont dit, s'il vous plaît, non, ne dégradons pas un service, fût-il tenu par un seul U, car un seul U, eh bien, c'est le bonheur, parce que grâce à lui, eh bien, on labellise, on peut avoir des internes, on peut avoir des synergies avec d'autres services. Donc, ça, c'est un débat. Ceci étant, tous
nous avons posé la question pour cette labellisation notamment des statuts H dont vous avez commencé à caresser, la possibilité. Faut-il que les CNU rentrent dans le jeu, c'est-à-dire que est-ce que cette contractualisation, comme l'a proposé tout à l'heure Olivier Clarisse, sur des contrats de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, eh bien ça doit suivre le même cursus finalement qu'un MCU ou un PHU. Donc au total, la synthèse, c'est en termes d'attractivité, faire attention à la question de la qualité de vie au travail, où arrivent les notions de masse critique des équipes. Bien sûr, les rémunérations, et là je pense que le débat est infini sur les modes de rémunération, sachant que la jeune génération est très sensible au salariat. L'accès à l'excellence que l'on doit continuer à vendre, car effectivement, il attire les jeunes médecins. Et puis, la dimension GHT, bien sûr, je vous ai donné un exemple qui marche, mais attention à l'envers du décor, c'est-à-dire le risque de nomadisme pour les jeunes HU. La carrière, une formation management, la désynchronisation possible dans le temps des 4 missions, une contractualisation temporaire et bien sûr, toujours l'évaluation, ne pas garder un label qui n'est jamais rediscuté au long de la vie. Au sujet du statut, bien sûr, nous avons tous répété que nous étions absolument pour le maintien du statut HU tel qu'on le conçoit actuellement. L'émergence éventuellement, comme l'a déjà proposé après le rapport Gaillard, Jean-Luc Dubois-Randé, sur un nouveau, un nouveau statut temporaire qui amplifie le statut de PHU, qui rappelle, pour ceux qui l'ont connu, le statut de chef de clinique d'il y a 30 ans, c'est-à-dire 4 ans plus 3 fois 1 an renouvelable, mais qui serait là un statut, par exemple, de 5 ans, avec un contrat et un budget de recherche ou d'enseignement, le statut des PAPH. Et puis, bien sûr, il faut mettre en chantier la question de la valence U pour les praticiens hospitaliers. Voilà. Merci François-René. On va pas pouvoir peut-être tout aborder, mais c'est quand même très large. On va commencer par des choses importantes, enfin bon, qui touchent au statut. Et je vais poser la question à Marc, qui répondra, et ensuite on interrogera la salle. Alors, première chose que vient de dire François-René, et je pense qu'est adoubé par 99% de nos collègues, ce statut HU, on le garde. Et les 4 missions, comment fait-on alors? Et corollaire, puisqu'il faut qu'on aille assez vite, je pense, un PH, les valences universitaires, et on va être un peu provocateur. Alors du coup, ça pose une autre question, mais où largement tout le monde n'est pas d'accord du tout, statut unique des praticiens qui travaillent à l'hôpital CHU. Dans un CHU, c'est une question aussi qu'on peut poser. Donc voilà, 3 questions. Oui, je crois qu'on l'avait dit dans le groupe, le consensus était assez partagé sur les 4 missions qu'il est impossible de mener de front sur l'ensemble de la carrière, et qu'on y voyait un certain nombre de succession dans le temps, la fonction managériale venant souvent, et nous en faisons tous l'expérience, dans la 2e moitié de notre carrière. On souhaitait vraiment mettre un point d'excellence sur les 2 premières fonctions d'enseignement et de recherche qui valorisent véritablement le label universitaire du candidat et ensuite du jeune MCU. D'ailleurs, on aura une petite discussion sur quelle est la place du MCU tout à l'heure, mais clairement, les fonctions d'enseignement et de recherche méritent, et là je parle essentiellement dans l'organisation hospitalière, un véritable temps protégé et une reconnaissance de cette période pendant laquelle les universitaires, y compris non titulaires que sont nos chefs de clinique, ont une latitude pour organiser leur temps universitaire au sein des groupes et des équipes hospitalo-universitaires. Et je crois que nous ferions un bel acte en partageant la reconnaissance de ce temps que je qualifie de protégé, que eux doivent à leurs étudiants, puisqu'ils sont enseignants, mais que l'institution HU doit aussi à ses enseignants, enseignants-chercheurs, de façon à les laisser le temps non clinique de leur temps d'enseignement et de recherche.
Donc ça, c'était un point qui a fait relativement consensus, mais je crois que nous pourrions partager déjà dans la salle un certain nombre de ces points-là sur la semaine type. Y a-t-il des commentaires particuliers sur ce Jean-Pierre point? Oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en particulier en première partie de carrière, il faut évidemment essayer de privilégier la fonction enseignement-recherche. Mais je vous rappelle que pour ensuite être reconnu dans sa fonction de manager, c'est par le soin qu'on est reconnu. Dans un service, on est reconnu par le soin. Si on n'est pas un bon soignant, vous ne serez reconnu ni par vos collègues, ni par les PUPH, ni par les praticiens hospitaliers. Ça, il ne faut jamais l'oublier quand même. Je suis absolument d'accord, et certains conflits psychosociaux d'ailleurs viennent de là aussi. Hein. Il faut quand même qu'il y ait le respect médical au départ dans nos fonctions managériales, sinon ce n'est pas la peine. D'autres commentaires à ce propos, M. Dagnon? Didier Samuel, oui. Et puis Jean-Marie Dagnon. Non, c'est juste pour approuver ce qui a été dit sur le temps protégé. Je pense en effet que nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis des hospitalo-universitaires que nous nommons et que nous choisissons. En effet, il est important de rappeler qu'il doit y avoir un temps protégé universitaire. Ce n'est pas en opposition avec le temps clinique, mais en effet, il faut éviter que la personne soit happée complètement par des charges qui deviennent purement hospitalières. Et donc ça, je pense que ça, c'est un point important. Et je pense qu'en France, ça a souvent été un défaut par rapport à d'autres pays comme la Grande-Bretagne ou les pays du nord de l'Europe, où ils font très attention à ça, justement à protéger le temps en recherche, le temps universitaire. Et ça, c'est quelque chose qui est... en France, on a un peu, je dirais, la tendance, tout le monde sur le pont en même temps. Et surtout, celui qui n'est pas sur le pont a toujours peur que ça lui soit défavorable. Et donc, il va se retrouver lésé, in fine, dans sa carrière ou dans sa progression. Et donc, on doit bien sûr protéger aussi la clinique, mais on doit aussi protéger le temps enseignement-recherche. Donc là, ça rejoint, parce que ça, c'est temps protégé, c'est un mot, on est tous d'accord, bien évidemment, pour faire émerger quelqu'un, il faut protéger le début de sa carrière et le moment où il construit sa carrière. Tout le monde est d'accord. Le problème en France, c'est que, premièrement, il faut que la structure des équipes l'y autorise et que le climat psychologique y soit favorable. Combien de jeunes émergent et pourtant sont un petit peu regardés de travers par l'équipe non U au sein de l'équipe U qui dit oui voilà, nous avons travaillé pendant que lui faisait sa carrière. Donc ceci est à organiser. Et deuxièmement, modéliser la période d'attente. C'est ça qui n'est pas fait. C'est donc la question, malheureusement, je sais que Martin Hirsch pourtant nous dit attention, protégez bien les statuts, ne vous en défaites pas, mais là il y a peut-être la question d'un statut. Donc nous on était prêts à proposer l'abandon du statut de PHU pour le transformer, par exemple, en ce fameux statut de PAPH. Le statut de PHU, il a beaucoup d'avantages, il a aussi des inconvénients. Donc c'est une vraie question concrète dont nous devons débattre. Ceci montre bien que le projet d'universitarisation d'un individu est un projet d'équipe et jamais le projet individuel. Oui. Jamais. Et les erreurs et les renoncements d'un certain nombre de nos jeunes, c'est que puisque tu veux être HU, tu vas en chier. Excusez-moi, mais c'est exactement comme ça qu'on leur parle, alors que c'est un projet d'organisation hospitalière et universitaire de l'équipe dans son entièreté. Tout à fait dans ce sens. La triple ou quadruple mission, c'est celle d'une équipe, d'un service, avec une organisation des parcours au cours du temps qui fait qu'effectivement, on va pouvoir passer d'une valence à une autre. Et quand on dit protéger le temps pour la formation, ça veut dire que c'est un effort pour la personne qui se forme, et c'est un effort collectif, absolument, partagé par l'ensemble des personnels. Quand le jeune part un an aux States pour son année de mobilité, il n'est pas évidemment dans le CHU, et il faut que l'équipe se réorganise pour pallier cette absence. Donc c'est véritablement un effort collectif dans la triple mission. C'est donc un contrat. Oui. C'est donc un contrat. Je tiens à rectifier une chose, François-René, ce n'est pas Martin Hirsch qui défend le statut, il voulait justement le réformer. C'est moi qui l'ai freiné. Alors,
c'est pas la même chose. Deban, CHU de Poitiers. Non, je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que quand on voit un jeune qui commence à émerger et qui a une volonté forte de faire les efforts lourds pour y arriver, le fait de lui donner un statut universitaire temporaire, alors PHU ou autre, fait que dans la collectivité médicale PH dans laquelle il gravite, les gens savent qui va être et qui va faire et qui donc il faut l'aider. Et moi dans mon service, j'ai 2 jeunes qui sont à velléité universitaire, un qui a un statut de PHU et on voit que l'équipe dans laquelle il travaille lui fait des facilités pour lui dégager du temps pour aller au labo et faire de la recherche. L'autre n'a pas voulu embrasser le statut de PHU et a beaucoup plus de difficultés pour se libérer du temps dans son équipe de travail quotidien. Et donc je pense qu'il faut insister là-dessus. Quand on voit que ces jeunes veulent émerger, il faut les protéger. Et les protéger, c'est leur donner du temps pour qu'ils puissent faire des activités de recherche, puisque sans ça, même si les points SIGAPS aujourd'hui sont plus à la mode, on va dire, il faut quand même que pour les CNU, ils puissent justifier un certain nombre de papiers et de publications de bon niveau. Et pour ça, il faut du temps. Même si on y consacre un peu de son dimanche, il faut aussi pouvoir faire les manifs dans un laboratoire. Merci. On va faire questions et réponses courtes. Je vois que personne n'a évoqué le problème des pH et de leur valence éventuellement qu'on peut leur accorder. Je crois que c'est quand même un point important. Ça intéresse personne. Si. Ah oui, quand même. On va vous apporter le micro. Merci. Oui, c'est pas sur les PH que je souhaiterais poser une question, mais sur les MCUPH. On parle du statut HU, on parle des PUPH. Ah d'accord, vous avez prévu d'en parler après. Parce que le positionnement des MCUPH par rapport à un éventuel statut de PAPH mérite un éclaircissement. On va en parler tout de suite. Bon, bah alors on passe, puisqu'il n'y a pas de... Ah si. Alors, question et monsieur Martin. Marpeau, président de CME de Rouen. Si, il faut dire qu'à propos des PH, on n'est pas PH dans un CHU comme on est PH à Ploumé-les-Védèques. Ça me paraît assez évident. Et dans le corps des PH d'un CHU, on identifie assez facilement les PH qui vont avoir une vocation à la pédagogie, les PH qui vont avoir une vocation à la recherche, les PH qui vont avoir une compétence technique hors norme, bien souvent supérieure à celle de leur PUPH. Et donc ces 3 catégories de PH que je viens de nommer doivent être isolées, doivent être identifiées et doivent être valorisées si on veut les garder. Et pour les valoriser, l'une des façons, c'est de leur offrir un statut hospitalo-universitaire transitoire peut-être, sur 6 ans ou autre, un peu à discrétion, et avec une souplesse qui impose une relation très directe avec l'université locale, sans avoir à en référer au CNU, ça c'est justement la question que je voulais poser à Olivier Clarisse. Voilà ma réponse. Là, la question c'est, vous savez qu'il y a une tendance dans cette société française en ce moment à désacraliser ce qui est le côté national, je dirais jacobin, et à proposer des autonomies partout. Donc faut-il à ce moment-là que ce label soit donné université par université, voire même CHU par CHU, ou est-ce qu'il doit y avoir un label national qui homogénéise l'étiquette? Quelle est la position d'Olivier Clarisse? Attendez, je termine. Qui dit label national dit lourdeur, dit une séance par an, dit réunion où personne n'est, et dit finalement le dégoût de ces PH dans l'attente de leur labellisation qui s'en iront. Donc il faut avoir, à mon sens, pour cela... On peut proposer que le CNU se réunisse plus d'une fois par an. Un recours assez régulier et direct avec son président d'université et avec son doyen. Oui, je voudrais, Christophe Giraud, vice-président à Rouen, donc je ne veux pas démentir ce que vient de dire mon président. Je voudrais simplement dire que depuis tout à l'heure, j'entends effectivement université, etc. Je crois que c'est Gilles Hanan qui a parlé d'équipe hospitalo-universitaire. Je pense que c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut qu'on joue. Et que le problème du statut, de la carrière, etc., de celui-ci découle tout ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire le label et de même que le réseau. Et je crois que
être praticien hospitalier actuellement dans un CHU, c'est plus la même chose qu'antérieurement. Et je crois qu'il faut préserver les gens qui voudraient rester dans un CHU en tant que praticien hospitalier. Et cette notion de contractualisation, de valorisation potentielle sur une période donnée avec des rotations potentielles, je pense c'est une chose qui est très importante et qui est à mon avis fondamentale pour l'avenir. Et j'irai même plus loin. Est-ce qu'il faut encore maintenir ce fameux statut unique des PH à l'avenir? Et je pense qu'il faut vraiment poser la question parce que je crois que ça ne pourra pas fonctionner correctement. On a une fuite de nos praticiens hospitaliers actuellement et on a du mal à faire émerger des hospitalo universitaires. Et donc il faut qu'on arrive à s'entendre et à travailler tous ensemble dans la même équipe hospitalo universitaire. Merci. Djilaly, mais très court. Très court. Olivier Clarisse. Oui. J'ai été interpellé par François-René Pruvot, donc je souhaite apporter la réponse à ta question. Bien évidemment, la proposition d'un statut, par exemple, d'enseignement, ne peut venir que d'une réflexion locale, partagée entre le doyen, la CME et l'université. Mais je pense qu'à partir du moment où c'est une fonction de type universitaire qui est proposée, je pense que le CNU pourrait avoir une information au moins, voire même une validation officielle, sans rajouter de la lourdeur à un processus. L'objectif étant toujours de faire confiance à ce qui est demandé, mais on pourrait imaginer qu'il y a un travail d'amont, une réflexion partagée entre les CNU d'une part et d'autre part localement doyen, CME, président d'université, pour définir un certain nombre de règles. Et je trouve actuellement qu'une validation CNU ne serait pas C'est déjà le cas pour les professeurs associés. Voilà, exactement. Oui, très, très court. Moi, je crois qu'il faut que nous soyons extrêmement prudents parce qu'on est déjà dans un système complexe en matière de statut à vouloir en créer encore de nouveaux. Il existe dans les universités, honnêtement, un statut transitoire. Tu l'as mentionné, René-François, c'est le professeur associé ou de maître de conf associé, auquel les praticiens hospitaliers peuvent parfaitement prétendre et qui est pour des durées de 3 ans renouvelables. Moi, je crois que si on veut être pragmatique, avancer, on doit s'efforcer d'éviter de vouloir créer à chaque fois de nouvelles structures, de nouveaux statuts. D'accord, Djilaly, mais il y a deux conditions. C'est que le professeur associé de la faculté, il n'a aucun salaire supplémentaire. Et que le professeur associé au niveau national, il faut qu'il passe devant le CNU et que ça dure pour 1 an. Noël, je pense que les présidents d'université qui sont là te diront que si. Et bien sûr qu'ils sont rémunérés par l'université, les professeurs associés. Même sinon, associés à la faculté. D'accord. Merci. Alors, pardon. Oui. Dernière question. Le MCU, il a... Si vous m'autorisez, pour éviter que l'année prochaine, vous citiez une phrase que je n'aurais pas prononcée à Toulouse, je vous en donne une que j'aurais prononcée à Nancy. À entendre, moi, ce que j'entends jour après jour dans les hôpitaux dont j'ai la responsabilité, il y a quand même quelques problèmes. Qu'il s'agisse des relations entre les uns et les autres, qu'il s'agisse des problèmes d'attractivité, qu'il s'agisse des problèmes de concurrence, qu'il s'agisse des problèmes de conviction que les jeunes restent dans la carrière, qu'il s'agisse des associations entre les PH et les HU, il y a quand même toute une série de problèmes. Moi, l'impression que j'ai, c'est que la liste de ces problèmes que j'entends jour après jour pousse à ce que ça évolue assez fortement, mais la crainte de ne pas savoir vers où on va atterrir fait préférer un peu le statu quo, parce que c'est toujours un peu complexe. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que changer les statuts, c'est un processus long et compliqué. S'il n'est pas lancé, il ne se fera pas. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on pense que le risque pour les 20 prochaines années est plus fort avec le statu quo ou est-ce qu'il est plus fort avec le changement ? Monsieur Berland. Yvon. Le micro, s'il vous plaît. D'abord, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Je crois qu'on est là pour justement se projeter, ne pas rester trop figé sur ce que nous sommes. Je voudrais embrayer sur ce qu'a dit Djilaly.
Enfin, si chaque fois qu'on veut avoir des initiatives, on doit passer par l'échelon national, on ne va pas avancer. Hein. Il y a des possibilités qui sont offertes à nous, Djilali l'a dit, au niveau des universités. Et si je vais au bout de ce que je devrais dire, franchement, que les hospitalo universitaires investissent un peu plus l'université, ça serait pas mal. Voilà, ça serait pas mal. Et je vous assure qu'il y a des possibilités. Donc, laissons des initiatives locales et vous verrez que ça ira encore mieux. Merci, Yvon. Un mot sur les MCU tout de même. C'est important sur le MCU. Après, c'est la manière dont nous considérons et nous regardons les statuts MCU. Est-ce que pour certains, nous voyons que ce sont des MCU qui resteront MCU tout au long de leur carrière, et puis une grande partie d'entre eux pour lesquels c'est une marche pour ensuite accéder à la valence PU-PH. Et il me semble que ce dont nous avons parlé tout à l'heure sur les jeunes en PHU, eh bien les MCU en vouloir, qui en veulent pour devenir PU-PH, devraient bénéficier exactement du même projet de service qui consiste à passer de MCU à PU-PH. Est-ce qu'on est à peu près d'accord sur cette formulation-là, ou y a-t-il des nuances à apporter par rapport à cette valence MCU qui est toujours un petit peu compliquée à gérer? Oui. Et ça, dans une durée de survie, pardon, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais je l'avais calculé pour ma spécialité, dans une durée de survie au statut d'MCU-PH qui est dans ma spécialité en médiane de 4 ans, ça pose un problème d'organisation de la mobilité puisqu'ils sont bloqués pendant la première année de leur MCU-PH. Merci Bertrand. Donc à verser au dossier de l'ingénierie des statuts, et qui bien sûr est à revoir. Et donc sûrement pas se satisfaire du statu quo. Très bien. Merci à tous. C'est bon, tu voulais rajouter quelque chose, non? C'est bien? Non? Ça va? Alors merci, rapporteur, animateur et aux discussions. Pardon? Vas-y. Je pense que je voulais, oui, par définition, je voulais qu'on remercie Michel pour son investissement. Cette préparation aujourd'hui a donné lieu à 3 réunions avec les doyens, avec les présidents de CME, avec les directeurs généraux. Nous étions partis sur des bases qui ont bien évolué. Et Michel, je voulais vraiment te remercier parce que tu as fait un excellent travail. Et si on est là aujourd'hui et si on va se retrouver à l'avenir pour construire ensemble ce que nous avons initié, on te le doit largement. Merci. Merci. Il nous reste 2 petits éclairages qu'on avait prévus en recherche. Et puis on laissera la parole à Cécile Courrèges pour conclure cette riche après-midi. 2 petits éclairages en recherche. Alors j'avais proposé à Djilali de venir et puis à Olivier aussi. Je crois que vous êtes un peu, voilà, avec 2 topos que je vous laisse introduire. Voilà, le premier, je vais appeler tout de suite pour ne pas perdre de temps Thomas Jeanmer qui doit être par là. Et si vous en êtes d'accord, puisque je le connais très bien, je vais le présenter. Donc Thomas s'occupe du GIRSI Est, c'est large. Voilà. Et il nous a montré, il n'y a pas tellement longtemps, une étude assez intéressante sur l'évaluation des mairies et de stratégies possibles. Et on a souhaité, avec Bernard Dupont, qui préside la GGEST, de lui donner la parole quelques minutes. Donc voilà, messieurs les modérateurs, je vous chante un tout petit peu, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Il y a Antoine aussi. Oui, alors Antoine vient après. Alors je vous le laisserai, Antoine, vous le connaissez. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie de me donner l'opportunité de partager nos travaux, sachant que si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, puisque dans l'Est, nous avons une culture de l'association des établissements dits non universitaires à l'activité des établissements dits universitaires. Ça a commencé dès le début de la constitution de notre groupement avec l'association du CHR de Metz-Thionville, et nous avons poursuivi cette logique, notamment grâce à la volonté de Monsieur Dupont,
tout au long des activités que nous avons pu mener depuis 2005. Une étape clé était pour nous la connaissance de notre territoire, avec en 2011 le lancement d'une enquête annuelle de cartographie de la recherche clinique dans les établissements non CHU, mais aussi depuis l'an dernier dans les maisons de santé et centres de santé. Les résultats étaient très intéressants puisqu'on a déjà eu un retour de 121 établissements sur les 125 sollicités, ce qui montre l'intérêt déjà des établissements non universitaires pour la thématique. La désignation de référents aussi à un nombre supérieur au nombre d'établissements qui déclaraient avoir une activité de recherche, et puis un nombre d'établissements aussi qui se sont structurés et se sont dotés de compétences propres particulièrement important. Et la tendance aussi, je pense, va s'observer dans les structures comme les maisons de santé et les centres de santé. Cette enquête nous a permis de décliner plusieurs programmes d'accompagnement de la recherche dans les établissements non universitaires, ce qui fait qu'aujourd'hui, le GIRSI est présenté comme une structure qui a un rôle d'incubateur pour les établissements non universitaires. On intervient sur toutes les étapes de précontractualisation entre l'établissement, la structure non universitaire et le CHU. Nous avons quelques exemples très concrets de réussite de partenariat entre un établissement non universitaire et le CHU de référence impliquant le GIRSI, avec des projets financés dans le cadre du PHRC interrégional avec une implication du GIRSI et une coordination scientifique assurée par l'établissement en question et une promotion assurée par le CHU, c'est le CHS La Chartreuse. Dans le CH d'Auxerre, nous avons participé au financement de la mise en place d'une unité de recherche clinique à dimension territoriale, départementale en l'occurrence, et puis d'autres projets avec le CH de Lunéville en Lorraine, où nous avons participé main dans la main avec le CHR de Mestionville à l'élaboration d'un PREPS qui a été soumis à la DGOS. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau de convergence entre les attentes et les ressources des CHU d'une part et des établissements non universitaires d'autre part. Puisque les CHU ont à la fois l'expertise en termes de compétences et les outils nécessaires pour conduire une recherche de qualité. En même temps, ils ont un rôle d'animation territoriale qui est conforté ces derniers temps, notamment dans la mise en place des GHT. Et puis les établissements non universitaires, quant à eux, notre enquête initiée en 2011 et qu'on poursuit chaque année dorénavant, montre qu'il y a une réalité d'une activité de recherche dans les structures non universitaires, que ces structures sont également demandeuses de travaux en collaboration avec le CHU du territoire. Ils ont également, surtout pour ceux qui sont déjà structurés, un besoin de sécuriser les financements. Parce que nous verrons que même si on peut dégager quelques petites pistes de financement qui peuvent sembler marginales au regard des dotations des CHU, 10 000 € pour un CH, ça change tout en termes de maintien ou non d'une unité de recherche clinique. Et surtout, ce qui fait l'objet de la présentation aujourd'hui, c'est que les établissements non universitaires ont une connaissance des financements, des dispositifs de financement de la recherche, des mairies et des stratégies à mettre en œuvre pour émarger à ces enveloppes. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la dotation socle des mairies. La dotation socle des mairies, ça correspond à un peu plus d'1,5 milliard d'euros. En fait, sa ventilation est basée sur des indicateurs qui font principalement intervenir l'activité publicatoire, ensuite l'activité d'enseignement, puis des activités de promotion d'essais et d'inclusion de patients. En fait, l'idée, c'est qu'un score composite est élaboré. Ce score, il est traduit en parts de marché et les 1,5 milliard d'euros sont distribués au prorata de cette part de marché. Seuls percevront les établissements pour qui cette valorisation dépassera le seuil de 250 000 €. Et les crédits des établissements qui sont sous le seuil sont répartis entre les établissements qui dépassent ce seuil de 250 000 €. Ça, c'est la règle générale. Normalement, si on est en dessous du seuil de 250 000 €, on ne perçoit pas la mairie dotation socle. Sauf si on se regroupe et que du coup, on met en place un groupement mairie qui permet de s'affranchir de ce seuil, de le dépasser et donc d'émarger à cette enveloppe dotation socle. Vous avez quelques exemples ici. Alors certains, pas la majorité, mais certains ont vraiment été constitués dans une logique d'animation territoriale. C'est le cas de Brest, par exemple. On a le cas du CHU de Nancy aussi, mais qui répond à une logique historique avec la maternité, avec également Saint-Cal. Et puis, on a d'autres, par contre, groupements qui sont plus opportunistes. Là, si on va rechercher plutôt du côté des privés, qui n'ont, en tout cas pour finalité principale, que la perception de cette dotation socle. Concrètement, les tenants et les aboutissants, il y a
nécessité d'établir en fait une stratégie commune, des travaux ou des projets communs, soit par le biais d'une convention simple ou de la constitution d'un groupement de coopération sanitaire. Le fonctionnement, c'est très simple. Chacun déclare individuellement son activité via les logiciels SIGAP-SIGREC en répondant à l'enquête enseignement. Ensuite, les données sont agrégées sous la forme d'une fusion et non pas une addition. Il y a un traitement des doublons qui est opéré. Ensuite, les dotations, la dotation de la dotation socle est versée à l'établissement support du groupement. Et puis, cet établissement va reventiler en interne, selon des règles qui sont définies en interne au groupement, eh bien, la dotation socle du groupement. Maintenant, on va faire un petit peu d'histoire-fiction. Vous voyez ici les données de la première circulaire budgétaire 2017 qui présente le montant de la mairie dotation socle par établissement dans notre interrégion Est. Vous voyez, on a les CHU, CHR, les CLCC, quelques gros CH, avec un élément intéressant, c'est l'arrivée du CH intercommunal d'Épinal qui, pour la première fois, est doté, qui dépasse très légèrement le seuil, vous voyez, avec 263 000 € pour un seuil à 250 000 €. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Derrière, en fait, on a toute cette liste d'établissements avec certains qui sont très proches du seuil, CH d'Épernay, CH de Chalon-sur-Saône. Donc, ceci, on peut s'attendre à ce que l'an prochain, ils le dépassent et émargent à la dotation socle. On a d'autres établissements qui sont des établissements privés. Seuls 2 ne font pas partie de groupements d'établissements. Autre fait intéressant, on en voit qui sont équipés des outils de recueil de l'activité, mais qui n'ont pas déclaré leur activité. En gros, ce sont des établissements de groupe qui, l'an prochain, vont apparaître dans le modèle. Ils vont déclarer leur activité. Ils l'ont fait cette année pour émarger l'an prochain. Et ce qui nous intéresse particulièrement, eh bien, ce sont les établissements qui sont dans un entre-deux, qui ont un niveau de maturation quand même certain et qui en même temps n'ont pas la perspective de pouvoir atteindre le seuil de dotation l'an prochain. Et donc, ces établissements-là peuvent constituer une cible pour développer des partenariats particulièrement intéressants en matière d'animation territoriale. Donc, toutes ces dotations-là, on est bien d'accord sur le fait qu'elles n'apparaissent pas dans les circulaires puisqu'elles sont sous le seuil et donc ces crédits-là sont reventilés entre les établissements qui dépassent le seuil de 250 000 €. Au total, ces dotations d'établissements estimées qui ne sont pas versées en réalité puisque réparties dans les établissements au-dessus du seuil, ça représente 5 millions d'euros. 5 millions d'euros sur 1,5 milliard d'euros au total. Soit à peu près, alors selon comment on calcule, entre 0,3 et 0,4% de la mairie dotation socle. Ah, désolé, la mise en page a un peu bougé là, mais bon, l'idée c'était de vous montrer en fait, quand je vous parlais d'histoire-fiction, on a essayé de regarder donc, sur des données qui sont publiées pour l'essentiel, ce qu'aurait donné eh bien, un groupement mairie entre CHU et établissements du territoire. Tout ça dans l'objectif de mettre en œuvre une animation territoriale, une politique territoriale de la recherche. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que ici vous avez le CHU de Dijon qui avait une dotation socle estimée de 26 millions d'euros, un peu plus. Le CH d'Auxerre et le CH de Mâcon, tous les deux autour d'à peu près 85 000 €, ce qui faisait au niveau du territoire une dotation qui dépassait légèrement les 27 millions d'euros. Or, à cause de l'application du seuil de 250 000 €, on se retrouvait avec une dotation du CHU un peu supérieure, mais une dotation qui, au niveau du territoire, avait baissé. Donc l'idée, c'est de faire qu'au niveau du territoire, on conserve l'ensemble de la dotation initialement estimée. Et là, du coup, donc, toujours en traitant les fusions, en traitant les doublons plutôt de publications, par exemple, on obtiendrait finalement une valorisation à la hausse de la dotation au niveau du territoire de 100 000 € à peu près. 100 000 €, ça permettrait de financer, par exemple, du temps de personnel d'aide à l'investigation sur site, du temps de biostatisticien, du temps en data management, du temps en méthodologiste ou d'autres choses. Ça, c'était en se basant sur les établissements qui sont visibles aujourd'hui, puisqu'ils renseignent le SIGAP et SIGREC, ils renseignent les outils de recueil de la DGOS. Si on va un petit peu plus loin dans le raisonnement, par exemple en Lorraine. En Lorraine, la dotation estimée CHU de Nancy, 35,8 millions à peu près. On a le CH de Bar-le-Duc qui a un positionnement intéressant, 113 000 €. Par contre, on a un acteur incontournable de la psychiatrie sur le territoire, qui est le centre de psychothérapie de Nancy à Laxou,
qui lui ne déclare pas son activité. Si on va chercher son activité, puisqu'elle existe, elle est certaine et ils sont structurés, et bien là, au niveau du territoire, alors qu'on a à peu près une enveloppe qui stagne entre la dotation estimée et la dotation après seuil, si on va chercher des partenaires incontournables pour les inclure dans ce modèle, eh bien, on observerait une augmentation de 260 000 € à peu près au niveau de la dotation territoriale. Donc, ces simulations, elles s'inscrivent bien sûr dans une logique plus globale d'accompagnement, avec différents documents supports qui ont été fournis par le GIRSI au CHU, de manière à contacter, à présenter la démarche aux établissements périphériques. Également une proposition de chapitres recherche-innovation dans les conventions CHU-GHT ou de conventions ad hoc de groupement mairie. Nous sommes actuellement sur la réalisation de différentes simulations, puisque voilà, tous les modèles sont à discuter entre le GHT, l'ensemble des GHT, la subdivision, quelque chose de plus global au niveau de la région même. Et la définition des partenariats CHU-CH, ainsi financés, là aussi est en cours de définition, avec donc des projets qui peuvent être très variés et qui doivent être adaptés, je pense, au contexte, à l'écosystème local et au niveau de maturation des établissements. Donc, pour conclure, finalement, il y avait une grande méfiance des CHU vis-à-vis des groupements mairies. On a longtemps discuté de l'élévation du seuil pour lutter notamment contre ces questions de groupement, mais finalement, peut-être que le meilleur moyen de se prémunir contre l'éparpillement des mairies, ce serait de généraliser cette notion de groupement, puisque ça permettrait de lutter contre les menaces financières de l'éparpillement des mairies, menaces politiques de fuite extraterritoriale, de perte de collaboration, puisque je n'ai pas cité, mais il y a encore d'autres types d'établissements qui n'apparaissent pas dans les tableaux que je vous ai présentés, qui sont des établissements de nos territoires qui sont déjà regroupés. On a un cas d'un établissement privé qui est regroupé dans le cadre de la FEAP sur le territoire de la Lorraine. On a également les cas bien connus de la Générale de Santé. Il y a vraiment une fuite extraterritoriale des ressources du coup en recherche. Et ces groupements peuvent permettre de répondre à cette problématique. Et puis scientifique, bien évidemment, avec une remise en cause, avec la multiplication des structures support à la recherche, du rôle d'expertise de CHU et une perte de lisibilité en matière de dispositifs support à la recherche. Et juste un point pour dire qu'en fait, il y a à peu près 370 structures qui sont équipées de SIGAP CCY, donc qui ont les outils qui permettent une valorisation derrière pour émarger à cette dotation socle. Sur ces à peu près 370, on en a à peu près un tiers qui sont inscrits dans des démarches de groupement. Et sur ce tiers-là, on a seulement 3 CHU, dont un, le CHU de Brest, pour ne pas le citer, qui est vraiment dans une logique territoriale avec Morlaix et Quimper, et 2 autres qui sont plus sur des raisons historiques, qui sont Nancy et Nice. Je vous remercie. Comme nous avons un petit peu de retard, on vous propose de faire la préparation d'Antoine Magnan, que vous connaissez, président du CNCR, et après quoi des questions. Antoine. Merci beaucoup, bonjour à tous. Si je peux avoir mes diapositives, super, merci beaucoup. J'interviens avec cette proposition d'une réflexion sur un parcours recherche du patient qui vraiment à ce stade est une base de réflexion à l'issue de discussions que nous avons depuis quelque temps au CNCR, qui a pris un peu d'ampleur au gré de discussions que nous avons depuis un peu plus d'1 an avec la DGOS et il y a un travail en cours avec François Lemoine notamment. Et puis c'est aussi issu des discussions que nous avons eues lors de notre réunion interconférence du 27 septembre où nous avons réfléchi là-dessus puisque derrière c'est l'idée de l'organisation de la recherche sur les territoires. Alors, de quoi il s'agit? Je pense que le point de départ, on en a parlé pas mal cet après-midi, c'est de se dire, voilà, on doit faire face à une transformation importante de la médecine. On le sait, on le partage, l'augmentation des maladies chroniques est importante, elle va coûter cher si on n'invente pas de nouveaux modèles. Les maladies chroniques, on ne peut plus les considérer comme maladie par maladie, mais il faut considérer un comorbidome, c'est-à-dire que les malades sont porteurs de plusieurs pathologies en même temps. Nous sommes servis pour réfléchir aux solutions par la révolution biologique et numérique qui nous permet d'envisager la médecine prédictive, donc préventive, qui doit être personnalisée et participative. J'aime bien la présenter comme une médecine renversée où c'est un sujet plutôt qu'un malade qui va rentrer en contact avec le système de santé avant d'avoir des symptômes. Et donc la réflexion finalement sur la prise en charge devient différente et d'emblée, on doit se poser la question de l'acceptabilité
de cette médecine 4P, et surtout, il faut qu'on se pose, et c'est l'objet de la présentation, la question du 5e P, qui est de fonder sur les preuves la médecine 4P, parce que pour le moment, on en parle beaucoup, mais qui dit qu'effectivement ça va servir la santé publique, qui dit qu'effectivement il va y avoir des modèles économiques qui vont être pertinents pour avancer là-dessus. Donc on est bien dans une situation où l'augmentation des maladies chroniques doit nous faire repenser l'organisation de la recherche. Alors, actuellement, là aussi, on en a parlé aujourd'hui, mais c'est bien de refaire la synthèse. Un individu, et puis dès sa naissance, finalement, il est confronté à des données qu'il génère au gré d'un dossier médical dans lequel on saisit les données de santé, mais les données cliniques, de façon standardisée, de plus en plus standardisée, de la même façon chez tous les sujets, de sorte que finalement, saisir les données dans un dossier médical, c'est presque remplir un CRF, et donc c'est presque commencer une cohorte, et donc c'est utiliser, c'est générer des données qui sont utilisables en recherche. Et il en est de même pour les données d'imagerie, il en est de même pour les données biologiques, etc. En parallèle, les données des omics, évidemment, coûtent de moins en moins cher. On a parlé pas mal, et la ministre en a parlé, de la structuration avec les plateformes de génomique, etc. Vous connaissez cela, ce sont des milliards de données pour un seul individu qu'on peut mesurer pour un individu donné à un instant donné, mais chez le même individu, à différents moments de son existence, et à partir de là, conjugué à des données qui viennent de ce à quoi il est exposé, de ce à quoi il mange, la façon dont il vit, des données qui sont générées par lui-même au gré de sa fréquentation des réseaux sociaux, finalement, eh bien on arrive à créer des modèles qui permettent de prévoir ce que vont devenir les individus, et puis surtout de regarder qu'est-ce qui se passe quand on perturbe ces modèles en changeant la prise en charge, en introduisant un nouveau médicament, et donc finalement on arrive au sein d'un groupe de patients atteints d'une même maladie à arriver à définir des trajectoires quasiment individuelles, et donc finalement à morceler les maladies fréquentes par la définition de phénotypes multiples. En même temps, les nouveaux médicaments se développent, ce sont de plus en plus des thérapies ciblées, on connaît bien ça en oncologie bien sûr, mais on connaît bien ça aussi, il y a des rhumatologues dans la salle, il y a des pneumologues, il y a des patients qui prennent en charge des maladies chroniques non cancéreuses, qui voient bien se développer les anticorps monoclonaux qui vont permettre de distinguer des patients porteurs d'une même maladie, indistinguables sur leurs données cliniques, biologiques et d'imagerie, et qui pourtant vont répondre ou ne pas répondre, vont avoir des effets secondaires et ne pas avoir d'effets secondaires. Et donc là, pour les malades qui sont éligibles à ces traitements-là et qui sont des malades qui sont porteurs de formes rares et de formes graves de ces maladies, eh bien, il faut qu'il y ait la possibilité de faire de la recherche spécifique sur ces patients rares, et donc qu'il y ait des centres experts qui se développent pour pouvoir faire les essais cliniques nécessaires chez ces patients-là. Alors, évidemment, cette conception-là de la médecine, elle est percutée d'emblée par la question de liberté. Est-ce que l'individu est prêt à participer à ce cheminement-là pour pouvoir être libre d'y participer ou pas? C'est évidemment une question d'éthique, mais il faut qu'il y en ait l'expertise, la compétence de pouvoir répondre. Et on voit bien que pour qu'il ait l'accès à cette décision partagée, il faut que le patient soit formé, il faut qu'il y ait une qualification des patients. C'est toute la question des universités des patients, et c'est la question aussi de la maturité de la société qui est derrière. Alors, est-ce que le maillage du territoire peut nous permettre d'organiser ce qui devient finalement, en parallèle au parcours de soins, un parcours recherche du patient? Ici, ce qui est figuré, c'est un GHT avec un CHU établissement support, et puis ici, un autre GHT avec un CH support. Ça ne suffit pas de voir les choses comme ça. Bien sûr, c'est déjà du maillage territorial, mais il faut qu'on rajoute la médecine de ville, les cabinets médicaux privés, la médecine libérale. Pourquoi ? Parce que le parcours commence là. Et le parcours recherche du patient doit commencer à ce niveau-là. Géré, organisé, vraiment porté par des maisons territoriales de la recherche qui sont communes et qui interagissent sur ce maillage territorial, en lien avec les universités, bien sûr, avec les organismes de recherche, bien sûr aussi, puisque derrière, il y a les données cliniques, mais il y a aussi les biocollections dont il faut évidemment faire quelque chose.
C'est un intérêt majeur pour les centres hospitaliers non universitaires parce que le développement de la recherche sur les territoires, et c'est bien le volet recherche des projets des GHT, c'est un facteur d'attractivité d'abord pour les patients qui peuvent accéder à l'innovation et à la recherche clinique à proximité sans aller au CHU, attractivité pour les praticiens qui peuvent poursuivre leur activité de recherche clinique qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient au CHU et en association avec le CHU, avec l'université d'où ils viennent, continuer à constituer leur cohorte et à poser leurs questions de recherche. Et puis c'est une attractivité, c'est la triple attractivité pour les industries de santé qui peuvent évidemment avoir à ce moment-là les centres hospitaliers non universitaires comme des centres qui sont capables d'inclure des patients et d'inclure des patients qui ne sont pas des patients CHU. On en a parlé plusieurs fois dans la journée, ça permet d'avoir accès à des patients qui sont moins graves, à des patients réels qui ne sont pas sélectionnés pour entrer dans des études et c'est aussi la place des études en vie réelle et notamment de ces patients porteurs de comorbidité et porteurs de comorbido. Donc on a accès à ce moment-là à des cohortes réelles, c'est-à-dire ce n'est pas des cohortes construites pour la recherche, c'est des cohortes constituées par les patients pris en charge normalement, et puis plus larges, avec plus de patients qui peuvent être inclus dans ces cohortes. Et puis, bien sûr, si le maillage va jusqu'au cabinet médical, c'est l'opportunité de développer la recherche en soins primaires, de poser aussi les questions sur l'organisation des soins, de poser aussi les questions sur les effets secondaires des médicaments chez les patients porteurs de comorbidité, etc. Alors, à partir de là, le parcours de soins, finalement, est transformé. Et c'est plus un malade qui rentre en contact avec un professionnel de santé, c'est ici un sujet bien portant qui, parce qu'il s'inclut dans des mesures d'une stratégie de prévention, il va générer des données. Ces données vont être comparées à des données qui ont été générées par les autres, qui deviennent des données de référence. Et donc, il alimente les données de référence, mais ses propres données sont comparées à celles-ci. Ça va générer des consultations au cours duquel on va l'informer de facteurs de risque et puis lui proposer une prise en charge personnalisée et participative avec des mesures qui vont permettre véritablement la prévention. Et la vraie prévention, elle est ici si on veut bien s'en donner les moyens. Ça ne disqualifie pas un parcours de soins plus classique où, Dieu merci, on peut rentrer en contact avec le professionnel de santé en étant malade et on génère aussi des données qui rentrent dans les données de référence et sont comparées aux données de référence et là, ça va aboutir à un diagnostic, mais aussi à de la prévention, prévention de la récidive, prévention des rechutes, prévention des complications, prévention des effets secondaires. Et finalement, eh bien, l'hôpital ou le centre de soins ou la maison de santé se situe ici à l'intersection avec finalement des consultations qui permettent à chacun d'être comparé à des données de référence et donc de pouvoir avoir une trajectoire recherche qui doit être évaluée et qui peut aboutir, si elle est validée, à des stratégies de prévention. Donc, vu comme ça, le parcours recherche du patient, finalement, il permet de réfléchir sur le parcours de soins, de le réinterroger. Il permet de répondre aux besoins de la recherche en soins primaires, d'adresser le bon patient au bon endroit et la notion de centre expert pour les patients porteurs de formes rares de maladies fréquentes est très importante dans cette discussion-là, de se donner les moyens de la prévention. Il permet la réduction des inégalités en donnant à chacun, puisque c'est en proximité, la possibilité d'accéder à la recherche clinique, mais à chacune de ces étapes, il est percuté par les questions éthiques, philosophiques, sociétales, et il doit être choisi par le citoyen patient. L'étudiant, j'aurais voulu représenter un étudiant, mais je n'ai pas eu le temps de trouver le bon icône, se trouve au cœur de cette question-là, puisque derrière, il y a forcément une formation à cette médecine transformée, révolutionnée, et c'est un étudiant qui n'est pas seulement un étudiant en médecine, en pharmacie, en odontologie, mais qui est aussi un étudiant en sciences humaines, je l'ai assez dit, en mathématiques, on l'a évoqué, en biostatistique, biologie, informatique, etc. Et on voit bien la multidisciplinarité de cette approche-là qui génère, là aussi j'ai été heureux d'entendre cela évoqué cet après-midi, des nouveaux métiers, et donc un intérêt économique généré et créé par cette nouvelle médecine qui est tout à fait claire. Alors, financement. Donc, on a parlé du modèle mairie, donc ça tombe bien, j'ai plus besoin d'en parler, c'est plutôt plus confortable pour moi. Mais
la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en faisant cela, finalement, ce parcours recherche du patient est un objet de recherche en lui-même, et donc, finalement, c'est un objet de recherche dont les universitaires doivent se saisir, et en étant un objet de recherche, il doit être financé par les financements de recherche. Ça, c'est un premier point. Il doit apporter le 5e P et la preuve de la médecine 4P. C'est seulement le parcours recherche du patient qui peut le faire, et c'est ça, c'est le 5e P qui va conditionner la réussite de la prévention in fine, c'est-à-dire est-ce qu'on va réussir. Il doit être financé, mais c'est le parcours tout entier qui doit être financé, parce que c'est chaque étape qui est importante, et si on brûle des étapes ou s'il y a des chaînons manquants, eh bien les réponses sur la réussite de la prévention, on ne les aura pas. L'investissement numérique, c'est le point de départ. Bien sûr, ça veut dire que les données qui sont générées au cabinet de ville, elles sont interopérables avec le système d'information du centre hospitalier, puis du CHU, puis peut-être de l'établissement de soins de suite, etc. Donc là, l'investissement, il est majeur à réaliser, mais disponibles, ces données qui sont les données des biocollections et les données des cohortes, eh bien elles sont une richesse, et une richesse qui peut se vendre et qui devient en elle-même un objet qui peut être financé et acheté par des industriels, mais par des équipes de recherche aussi, ou par des équipes de recherche même internationales, bien entendu. Conclusion, comment on fait en pratique ? Donc le CNCR revendique d'être au cœur de cette réflexion-là en associant les CHU, les CH, les doyens de médecine, en lien avec ses partenaires, et donc c'est la proposition d'une task force sur le parcours recherche, avec des partenaires que vous pouvez lire, mais vous voyez que j'ai mis des points de suspension parce que certainement ils ne sont pas tous sur cette partie de la diapositive. Pourquoi faire ? Pour commencer par établir un cahier des charges du parcours recherche, un cahier des charges d'une maison territoriale de la recherche capable de porter le parcours recherche du patient, d'identifier des petites victoires possibles pour qu'on puisse commencer à avancer sans attendre l'interopérabilité complète des systèmes d'information, et puis identifier un territoire démonstrateur qui peut être par exemple 2 GHT contigus, dont un établissement porteur qui est un CHU et l'autre un établissement porteur qui est un établissement support qui est un CH. Voilà ce que je voulais vous présenter, et voilà, j'ai fini, Monsieur le Président. Vous avez vu, je suis allé vite. Bien, merci beaucoup Antoine. Comme Thomas, c'était superbe. Je vais utiliser un peu de mon pouvoir un peu régalien pour dire que le temps passe et que nous ne prendrons pas le temps d'une discussion sur des sujets aussi vastes que ceux-là, mais qui sont extrêmement importants. Aux demandes qui ont été faites, les diaporamas circuleront si vous en êtes d'accord, et de façon à poursuivre cette réflexion qui me semble essentielle et qui va en appeler d'autres. Mais c'est une proposition qui est importante. Je vais maintenant appeler Cécile Courrèges, Madame la directrice générale, et je vous remercie. Voilà, vous n'avez pas facile entre le coude, le rhume, mais on est très heureux de vous avoir avec nous cet après-midi. Voilà. Et je vous laisse volontiers la parole pour conclure cette première journée. Merci encore. Alors je vous rassure, je vais faire court. J'ai fait assez de séminaires pour savoir qu'à cette heure-là de la journée, vous ne rêvez que d'une chose, c'est d'aller passer la soirée qui est prévue et qui a été organisée dans ce cadre-là. Et en plus, grâce à Michel Clodon, je n'ai pas besoin de faire toutes les formules protocolaires parce que je ne savais pas que vous aviez ce talent-là, Michel. Mais bravo. Donc je crois que tout le monde a été déjà salué dans ce cadre-là. Donc je vais aller directement à mon propos. Et j'en profite justement aussi, bien sûr, pour saluer l'organisation de ces assises, ces interassises, il ne faut pas confondre, et me joindre aux remerciements à l'égard de Michel Clodon. Je crois qu'on a pu tous apprécier cet après-midi, en tous les cas, à la fois, je dirais, les travaux préparatifs qui ont pu être faits, les présentations qui ont pu être faites, et dont je remercie aussi tous les intervenants, mais aussi la qualité, la richesse des échanges et des débats, avec en plus, je dirais, des échanges qui ont été très ouverts, et ce qui n'est pas toujours le cas dans ce type de cadre, et je crois qu'on peut déjà saluer cette pleine réussite.
Donc je suis très heureuse d'être effectivement parmi vous à ces interassises. Je souhaite en premier lieu, bien sûr, renouveler les excuses de Madame la Ministre qui est retenue à Paris pour l'examen du PLFSS au Sénat, mais plusieurs membres de son cabinet et du ministère sont ici présents et témoignent ainsi, je pense, de l'intérêt porté à vos travaux. Dans la continuité des assises de Toulouse de décembre dernier, donc vous êtes réunis aujourd'hui et demain à Nancy pour préparer le futur des CHU, avant la prochaine réunion, la prochaine échéance importante des assises, cette fois-ci à Poitiers en décembre 2018, où nous célébrerons, on l'a déjà beaucoup dit, les 60 ans des ordonnances de décembre 58. J'ai pu effectivement, ayant pu arriver suffisamment tôt aujourd'hui, entendre la restitution des différents groupes et discussions. À mon tour, je souhaite pouvoir vous livrer quelques éléments contextuels qui, j'espère, pourront alimenter vos réflexions. Premier point, je crois que tout ce que vous avez dit aujourd'hui en retémoigne, le CHU reste un modèle d'excellence que beaucoup nous envient. Vous demeurez le lieu du recours, vous concentrez la production scientifique française, vous innovez et êtes le théâtre chaque année de première mondiale. Pourtant, il faut savoir se le dire aussi, sur chacune de ces 3 missions, le CHU n'est plus seul. Et là, on l'a dit, l'avant-dernière présentation sur la recherche l'a montré. D'autres acteurs viennent sur le champ de la recherche, il n'y a plus seulement les CHU. Sur la formation, on pourrait faire le même constat, simplement en constatant qu'aujourd'hui, 25% des nouveaux inscrits à l'ordre en 2016 ont été formés à l'étranger. Concernant aussi les soins, d'autres établissements trouvent leur place sur certaines activités de recours et de spécialisation. Tout comme d'ailleurs, on peut constater à l'inverse que les CHU aussi exercent un rôle et qu'il leur est aussi reconnu un rôle de proximité sur leur territoire. Mais aucun acteur ne concentre un tel niveau d'excellence et n'incarne avec la même complétude et constance le nécessaire continuum entre enseignement, recherche et soins. Le leadership des CHU dans ce contexte-là n'est ni contesté ni contestable. Néanmoins, son besoin d'adaptation à l'évolution de son environnement est une nécessité pour lui-même et peut-être davantage encore pour le système de santé dans son ensemble. En effet, les orientations politiques et les engagements forts que la ministre a portés dans le cadre du PLFSS 2018 et de la stratégie nationale de santé dressent la route d'un renouveau de l'ensemble de notre système de santé. On parle de transformation, et je dirais les mots ont un sens. La transformation, ça implique des changements qui sont radicaux et des changements qui sont rapides. On est au-delà de la seule notion d'optimisation. C'est une notion donc, qui nous oblige à nous projeter dans des fonctionnements différents, nouveaux, fruits d'une innovation médicale, technologique et organisationnelle que la ministre souhaite faciliter. C'est également une notion qui nous renvoie à la nécessité d'évoluer pour satisfaire les besoins de la santé, et ceux-ci, on l'a rappelé à plusieurs reprises, et la ministre, Madame Vidal, l'a rappelé fortement, ont grandement évolué, tirés par les progrès de la médecine, vos propres progrès, et leurs conséquences, garantir l'accès à l'innovation, raccourcir les délais de diagnostic et de prise en charge, faire face à des pathologies devenues chroniques, car mieux contrôlées à leur phase aiguë. Cette transformation, c'est celle d'un système de santé qui prend le virage de la prévention et de la promotion de la santé. Je crois que là, on vient d'en avoir une démonstration directe, et qui s'inscrit dans une logique d'organisation territoriale et de responsabilité populationnelle pour lesquelles vous avez un rôle majeur à jouer. Mesurons les perspectives ouvertes, représentons-nous ainsi le futur du système de santé en gardant à l'esprit nos valeurs et nos objectifs collectifs, globaux et intangibles. Qualité, accessibilité, pertinence, adaptation aux besoins, progrès, mais aussi soutenabilité. J'insiste sur ce dernier point, vous me permettrez, vous savez que je dis les choses assez clairement, car les perspectives de l'ONDAM sont connues ou commencent à être de mieux en mieux connues, et je ne peux pas passer sous silence que tout ça doit bien sûr se faire dans le cadre d'un effort encore important, et dont je suis bien pleinement consciente, qui est encore demandé aux acteurs hospitaliers, et ce malgré l'augmentation globale des ressources allouées au système de santé. Cet effort s'inscrit toutefois dorénavant, et c'est ce que nous souhaitons porter, que la ministre souhaite porter, dans une logique de transformation de moyen terme. Et c'est dans cette dynamique que notre réflexion, votre réflexion doit s'inscrire concernant l'évolution des CHU, pour répondre à la fois aux enjeux nouveaux de formation initiale et continue de l'ensemble des professions de santé, faire évoluer les métiers, permettre les coopérations entre professionnels et le travail en équipe, améliorer l'attractivité de certaines professions et spécialités et modes d'exercice, s'inscrire dans une logique territoriale en s'ouvrant à l'ensemble des structures de soins. Au-delà des GHT, les CHU ont un rôle à jouer dans ce mouvement de territorialisation et de structuration des soins primaires,
car au-delà de ces 3 missions, le CHU est aussi, et bien sûr, un lieu de ressources, d'expertise et de savoir-faire. Les CHU, plus qu'avant, doivent être tournés vers leur territoire dont ils constituent un support et un soutien, si ce n'est déjà dans le domaine de la recherche, de la formation et de la démographie médicale qui constituent les fondements de la convention d'association au GHT. Et j'ai pu le constater dans ma région précédemment, quand vous avez des CHU qui jouent la carte de leur territoire, dans le respect des autres acteurs, c'est tout le système régional de santé qui est bénéficiaire. Et enfin, autre enjeu, bien sûr, conserver et amplifier le rôle de locomotive des CHU en matière de recherche et d'innovation. Et en la matière, nous suivons bien sûr avec intérêt toutes les initiatives qui ont été lancées depuis les assises de Toulouse. Les CHU en réseau. J'ai pu voir, de par mes fonctions de directrice générale de l'ARS des Pays de la Loire, un exemple de CHU en réseau fonctionnement parfaitement bien. Hugo, dont il y a ici quelques représentants ou anciens porteurs, et je salue aussi à ce titre son nouvel administrateur, Philippe Elsaïr, qui a un bel héritage à reprendre. Voilà une réponse concrète, adaptée aux enjeux nouveaux de la recherche, de l'hyperspécialisation, et qui a aussi son rôle à jouer en matière de gestion prospective de la démographie médicale. Le label CHU aussi, qui constitue un marqueur en matière de recherche, mais un signal aussi de développement de l'hôpital hors les murs. Et puis la réflexion sur les statuts hospitalo-universitaires. Je ne reviendrai pas dessus, vous en avez longuement parlé en fin de journée. Et là, je sens que vous avez encore quelques petits débats à avoir d'ici notre rendez-vous de l'année prochaine. Mesdames et messieurs, les autorités soutiennent la recherche et l'innovation au travers de l'investissement, plateforme génomique, nouvel projet pour la création d'IHU ou de RHU, développement du numérique en santé. Nous soutenons aussi la recherche tout en encourageant son ouverture à de nouveaux acteurs, mais en tenant compte des spécificités des CHU dans les modèles de financement. Nous avons aussi la responsabilité de financer les impératifs et les coûts pris en charge innovantes et de recours. Nous essayons aussi d'accompagner, bien sûr, les défis de la formation. 3e cycle, 2e cycle. Nous attendons avec impatience les conclusions définitives de Jean-Luc de Bois-Randé dans sa mission coportée avec la NEMF. L'universitarisation et la simulation. La mission qui vient de vous être confiée par les 2 ministres des Solidarités et de la Santé, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation sur le CHU de demain est un signal supplémentaire de la reconnaissance du rôle des CHU en la matière et de l'importance de renforcer ce modèle unique d'excellence au service des patients, de la médecine et du système de santé dans cet ensemble. Il me reste donc à vous donner rendez-vous dans 1 an. Nous serons chez Monsieur Jean-Pierre De Witt, voilà, à Poitiers, aux prochaines assises Interchu pour un anniversaire qui permettra très certainement de revenir sur votre riche passé, mais surtout, je pense que c'est ça le plus important, de se projeter ensemble vers l'avenir pour que les CHU puissent continuer à être un des moteurs essentiels de l'évolution de notre système de santé. Et je ne serai pas plus longue, je pense que la soirée vous est